extraordinaire, Rembrandt. C'est quand même un des grands maîtres du clair-obscur. C'est quelqu'un qui a vécu dans une période tourmentée au niveau historique. C'est quelqu'un qui avait des origines juives, c'est quelqu'un qui a vécu des drames personnels énormes. Donc c'est un personnage extrêmement riche pour la fiction, je trouve. Alors, mon ami, que décides-tu? Mais j'ai toujours eu une fascination pour les autoportraits de Rembrandt, qui ont cette force, c'est ce qu'il recherchait d'ailleurs, de réalisme dans les traits. Il ne cherchait pas à embellir les gens. Et j'ai toujours été fascinée par ces autoportraits qui nous renvoient à notre propre finitude humaine. Je trouvais ça très puissant symboliquement. Ça va là, ça va. Alors, je me dis pas en avance, je vais travailler sur le clair-obscur, je vais travailler comme ci, comme ça, mais en fait il se trouve que dans la distribution, on retrouve cette chose-là au niveau de l'énergie des comédiens, c'est-à-dire que le comédien qui interprète Rembrandt, Christophe de Lessart, est quelqu'un d'extrêmement puissant physiquement, qui a une voix qui porte, et son père a une énergie plus douce. Donc en fait on retrouve ce clair-obscur. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai au plateau. Et ensuite, je voulais apporter une touche féminine et j'avais très envie qu'on ait de la musique en direct. Donc on a cherché longtemps et on s'est dit que le violon pourrait être superbe. Et donc il y a une violoniste qui a rejoint le projet, parce qu'au départ, la pièce est écrite pour 2 comédiens masculins. Alors la situation, c'est le parcours de Rembrandt sur 40 années de vie. Donc c'est quand même conséquent. Ça commence quelques années avant la mort de son père. Au moment où Rembrandt fait ce sublime petit tableau qui se trouve au musée du Louvre et qui s'appelle « Le philosophe sous l'escalier » ou « Le philosophe en méditation », voilà, qui est un tout petit tableau. Et ça se termine à la fin de la vie de Rembrandt. Donc on parcourt dans cette pièce, en 1h15 en fait, les grandes œuvres du maître, mais aussi tout ce qu'il a traversé, parce qu'il a eu des grosses crises financières, il a eu des deuils très puissants. Et il y a aussi une corrélation entre son fameux philosophe en méditation et son histoire personnelle, puisqu'on peut supposer que le philosophe en méditation pourrait représenter Tobie, le Tobie de la Bible, le père, mais aussi le propre père de Rembrandt, qui est devenu aveugle quelques années avant de mourir. Donc c'est une mise en abîme. Je les lie à l'huile de lin, à l'huile de noix ou de pavot. Dans mes mixtures, je trempe de fins pinceaux en poils d'écureuil ou de martre et d'autres plus grossiers en poils de blaireau ou poils d'oreille de bœuf. Je cherche une chaleur. Il faut aller au-delà des images en plus. Voilà, Oui, ça. tout à fait. Donc, comment c'était travaillé? alors d'abord, on a travaillé sur tous les tableaux qui sont évoqués dans la pièce et on est allé les étudier, les regarder, voir ce qu'ils racontaient. Ça nous a renvoyé beaucoup aussi à la Bible et à des grands mythes. Il y a notamment un mythe qui nous a beaucoup marqué, qui est traité dans la pièce, c'est le mythe de Bethsabée avec le roi David. Donc comment remettre en vie, derrière les touches de peinture du maître, les histoires qui sont portées derrière. Voilà. Après, au théâtre, on dit que s'il n'y a pas de conflit, on s'ennuie, et le théâtre est conflit. Donc tout mon travail a été au niveau de la direction d'acteurs, et aussi avec l'autrice, de retravailler à ce qu'on ait vraiment du conflit à certains moments, et que ça ne soit pas juste l'histoire de Rembrandt, que l'on traverse à travers 40 ans, avec son père qui est juste là en témoin et qui donne des informations. Il fallait vraiment travailler la profondeur de ce lien entre deux, pour qu'il y ait aussi des moments de tension, parce que ça a été la réalité entre eux. Il lui a demandé de changer la fin aussi. Je ne vous la dévoilerai pas, mais voilà, la fin nous convient bien. Et puis, voilà, on voulait vraiment qu'il y ait une femme sur scène aussi. Parce que la musique, voilà, l'aspect féminin de la musique et du violon, et aussi d'une présence féminine, était importante. Sinon, on n'avait que 2 hommes sur scène. Mais un violon qu'une contrebasse. Mais j'y avais pensé. J'avais hésité, pas avec la contrebasse, parce que c'est plus gros, et j'avais pensé à du violoncelle ou à un alto, pour avoir des sons un peu plus ronds et graves quand même, hein, parce que le violon c'est assez aigu. J'ai demandé à la créatrice lumière, Johanna, avec laquelle on avait déjà travaillé sur Valjean, avec Christophe de Lessart. On avait mis en scène une adaptation des Misérables, où Christophe, qui joue Rembrandt,
jouait Valjean. Et j'avais donc demandé à Johanna de travailler vraiment sur un clair-obscur au niveau de la lumière, et elle l'a fait, mais avec une facilité. Donc on est complètement là-dedans. Donc à la fois on est dans quelque chose qui est vivant, et à la fois on est dans des tableaux vivants en permanence. Alors comment on passe d'un tableau à un autre? Par la musique. On le traverse à travers la musique souvent. C'est la musique qui fait le lien. C'est la musique? Ouais. La musique est notre lien. Et la direction d'acteur, c'est fait comment? À partir du moment où je choisis des comédiens, je sais qu'ils sont dans une sensibilité, dans une justesse de ton qui me convient dès le départ. Je les ai choisis pour ce qu'ils dégagent. Et après, je vais faire en sorte qu'ils arrivent techniquement à donner au texte en fait, la plus grande clarté possible en fait, pour mettre en valeur et le texte et ce qu'il porte. C'est-à-dire que pour moi, on peut être un très bon comédien, on peut être un très bon technicien dans tous les arts. C'est pas pour ça qu'on sera un bon artiste. Donc moi, j'ai choisi des artistes que j'aide au niveau technique pour porter encore plus le message. Un vers de Racine, dans la langue de Racine, dans la langue de n'importe quel auteur ou autrice, il y a un rythme, il y a des sonorités, il y a des syllabes qui vont résonner de différentes manières. Quand on emploie des S, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, c'est pas pour rien qu'il y a des S, ça raconte quelque chose et ça porte aussi quelque chose. Donc la technique peut aider énormément à renforcer un propos. Chaque comédien a sa palette, d'ailleurs. Il développe sa propre palette. Et puis il va utiliser certaines touches, il va faire des mélanges pour rendre vie au mieux, pour donner vie au personnage. On est dans la palette. D'ailleurs, la palette et les pinceaux du spectacle ont été créés par un peintre qui est 17e-iste, qui a reconstruit son atelier comme à l'origine, Hervé Bonsard, un monsieur assez incroyable, qui a recréé donc les pinceaux en allant chercher les poils d'animaux et tout ça. Il nous a fait les pinceaux d'époque. Et la palette de la bonne taille, c'était assez incroyable. Et alors, la palette de l'époque par rapport à aujourd'hui? Je m'y attendais pas, en fait elle est rectangulaire. Moi je m'attendais à une palette ronde, parce que souvent c'est ce qu'on voit, et en fait elle est assez petite et rectangulaire. Puis c'est quand même la période de la Renaissance, donc c'est une période où il se passe énormément de choses, c'est différent d'un pays à l'autre, donc notre autrice elle est historienne, donc on a pu lui poser plein de questions, mais nous on l'est pas, donc on est allé vraiment chercher à la source pour être au plus près. Je voulais qu'il y ait aussi les vanités sur scène qui soient représentées. Donc on a le sablier, on les voit bien. Ouais. Et pourtant, Rembrandt refusait d'en faire. C'était pas son truc. Alors pourquoi la intégrée? Parce qu'elle représente le temps qui passe, elle représente tout le rapport justement à la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? C'est une question d'humilité aussi. Rembrandt, il se pose, à travers toutes ces reproductions, on peut se dire c'est peut-être un peintre qui manquait d'humilité, et pour moi c'est tout le contraire. Il allait vraiment à la source. Noir de fumée, noir de suie, vert de gris et rouge cochenille, cinabre et bleu d'émail, je les broie au mortier, je les lie à l'huile de lin, à l'huile de noix ou de pavot. Dans mes mixtures, je trempe de fins pinceaux en poils d'écureuil ou de martre, et d'autres plus grossiers en poils de blaireau ou poils d'oreille de bœuf. Je cherche une chaleur rousse, des tons fauves et ocres à faire circuler sous mes obscurités. Je recherche une patine d'or, et mon atelier devient le laboratoire de mes chimères. Mes clairs-obscurs, je les bitume et je les rince à l'or liquide. Regarde, Evans, regarde!